Cette vidéo a pour but de présenter l'abord antérieur du rachis lombaire par voie chirurgicale. Pour cela, nous aborderons en premier lieu les principaux rappels anatomiques inhérents à cette notion. Nous détaillerons ensuite la technique chirurgicale en insistant sur ses complications possibles et nous finirons par évoquer ses indications majoritaires. Le rachis lombaire est composé de 5 vertèbres soumises à d'importantes contraintes au quotidien. Lors de l'incision, plusieurs plans sont à individualiser. Successivement, on retrouve la peau, la graisse sous-cutanée, la gaine rectusienne, les aponevroses des muscles obliques externes, obliques internes et transverses. Le fascia transversalis au contact du péritoine peut, dans certains cas, être incisé. L'abord du rachis lombaire est gêné en avant par la présence des gros vaisseaux et la bifurcation aortique et cave. Cependant, l'abord du disque intervertébral L5-S1 est tout à fait possible dans la fourche de bifurcation en se méfiant de la présence de la veine iliaque gauche qui est l'élément de fragilité. Le patient est en décubitus dorsal avec une table qui permet de modifier la lordose lombaire dans le but de réduire les déformations et de restaurer l'équilibre sagittal. L'abord se fait la plupart du temps par voie gauche. Notez ainsi les contre-appuis sur le côté droit afin de pouvoir basculer le patient de la gauche vers la droite à 45 degrés environ. Une radio est nécessaire après l'installation. L'incision de 4 à 6 cm se fait à la verticale en face de la lésion. Après incision du tissu sous-cutané, il faut aborder le feuillet antérieur du grand droit, le contourner pour atteindre les limites latérales et enfin inciser le feuillet postérieur pour atteindre l'espace rétropéritonéal. On peut également inciser latéralement au tissu fibreux du grand droit, puis glisser latéralement au-dessus de la face antérieure du fascia transversalis qu'il faut inciser latéralement. Cette seconde méthode permet de diminuer le risque de brèche péritonéale. De L2 à L4, l'abord est plus facile car le péritoine est plus solide contrairement à L5-S1 où le péritoine est plus fragile ce qui oblige à débuter l'incision au doigt. La nature vasculaire de cet espace rétropéritonéal graisseux fait qu'il n'y a presque pas d'hémostase à réaliser. Il faut palper la crête iliaque et inciser le fascia transversalis dans le but d'éviter les brèches péritonéales. La graisse est alors facilement accessible et se situe sur la fosse iliaque interne. On atteint successivement le muscle iliaque, le muscle carré des lombes et le muscle psoas. À l'étage L4-L5, deux choix stratégiques sont possibles. La dissection peut être démarrée, comme pour les étages sous-jacents, en utilisant le plan du fascia rétrorénal pour assurer le clivage du péritoine pariétal. La même incision autorise ensuite une approche le long de L3, puis L4 et L5. L'urtère reste alors adhérent à coup sûr au sac péritonéal. Si l'on veut atteindre directement l'angle antéro-gauche de l'étage L4-L5, la dissection doit être faite avec précaution à cause de l'urtère. En effet, dans certains cas, il n'adhère pas très fermement au plan péritonéal et peut rester proche du muscle psoas et des vaisseaux iliaques. Le contenu abdominal est ensuite refoulé avec précaution jusqu'à la ligne médiane. Les muscles carrés des lombes et iliopsoas constituent un repère facilement identifiable, même chez les patients obèses dont la graisse rétropéritonéale est abondante. Le pédicule génital, testiculaire ou ovarien, est aussi repoussé vers la ligne médiane en même temps que le bloc urétéro-rénal. On accède à l'angle antérieur gauche du rachis en passant en dedans du muscle psoas. Chez certains patients, le fascia iliaca est solide et adhérent au plan vasculaire prévertébral. Dans ces cas, il doit être ouvert en avant au niveau du muscle psoas pour atteindre directement l'espace prévertébral. Dans la plupart des cas, et chez les sujets âgés, ce tissu est fragile et un simple clivage du fascia prévertébral est suffisant. Des broches de Steinmann sont ensuite implantées sur la face antérolatérale des corps vertébraux. Celles-ci peuvent être placées en direction de la ligne médiane, mais quelquefois également sur la face latérale du rachis pour permettre à l'assistant de se libérer et éviter l'utilisation d'un écarteur latéral. En plaçant ces broches de façon divergente, on obtient une très bonne vision du rachis. Pour les étages intermédiaires L2, L3 et L3, L4, aucun écarteur médial n'est nécessaire, ce qui facilite les radiographies péropératoires. Aux étages L4, L5 et L5-S1, un écarteur distal peut être laissé en place pour protéger les vaisseaux iliaques et spécialement la veine iliaque commune. Les complications sont essentiellement d'ordre vasculaire. La veine iliaque peut en effet être dangereuse car, comprimée par les écarteurs ou les tampons montés, sa paroi latérale peut être difficilement visible. En aucun cas il ne faut chercher à écarter la veine latéralement vers la gauche, mais en revanche passer toujours sur sa face antérolatérale gauche, éventuellement en la refoulant légèrement à droite. Une hémostase préventive du plan prévertébral est systématiquement pratiquée pour éviter tout souci avec les vaisseaux lombaires transversaux.
Les artères sont facilement visibles, il faut se méfier de leur rétraction. Les veines sont parfois plus difficiles à reconnaître quand elles sont aplaties. La chaîne sympathique doit être évitée, mais elle est en fait plus latérale. Les autres principales complications sont l'éjaculation rétrograde chez l'homme et la sécheresse vaginale chez la femme par atteinte des plexus hypogastriques inférieurs. Cette complication reste cependant rare et heureusement souvent réversible spontanément en quelques mois. Elle s'observe essentiellement après abord du disque L5-S1 et serait plus fréquente après abord transpéritonéal. Enfin, on peut observer des complications urinaires par atteinte urétérale. Concernant l'arthrodèse antérieure, l'avantage est de pouvoir réaliser une fixation par voie antérieure de telle manière que la musculature postérieure n'est pas affectée, ainsi que de pouvoir réaliser une fixation en lordose forcée qui permet généralement une correction supérieure à ce qui peut être réalisé en ce sens par voie postérieure. Dans le cadre d'une correction de déformation de la colonne vertébrale, l'avantage est que la zone de fixation peut être plus limitée que par la voie postérieure. L'autre avantage est la préservation de la musculature postérieure. La mise en place d'une prothèse discale nécessite une exposition importante du disque intervertébral. C'est la raison pour laquelle cet abord se fait par voie antérieure, car il offre un accès direct aux corps vertébraux et aux disques intervertébraux. Pour réaliser la correction de déformation d'un spondylolisthésis, on peut choisir une voie antérieure ou postérieure, chaque méthode ayant ses avantages et ses inconvénients. La chirurgie lombaire par abord antérieur est une technique en voie de développement. Elle permet de diminuer les complications post-opératoires par rapport à l'abord postérieur, comme la cicatrisation musculaire ou les contractures douloureuses. Elle permet également de diminuer le risque d'infection, le temps d'hospitalisation et ne nécessite pas d'outils chirurgicaux spécifiques et de plateaux lourds. La possibilité d'utiliser la vidéoassistance permet de contrôler les éléments vasculaires et d'être le moins invasif possible.